Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins sur les médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité. 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez suivre en un clic sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Juge Var. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Marie-Christophe Dabiré, une démission du chef de l'exécutif qui entraîne automatiquement celle de l'ensemble du gouvernement. L'information a été donnée hier à 8 décembre. C'est l'unique sujet enrôlé pour la présente convocation. Et pour décupler justement cette actualité, nous avons à la barre ce matin notre confrère Inoussa Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Président. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Bendré. Comme je l'ai dit, nous allons décrypter cette actualité-là, la démission du chef de gouvernement Christophe Dabiré. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Doyen des juges, vous avez la parole. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner le Mali. On a tous vu comment les populations maliennes et même nous, les pays frères, avons été choqués par l'attaque qu'il y a eu, le cas incendié et puis un véritable carnage puisque ceux qui ont décidé donc d'agir ce jour-là avaient planifié leur plan et avaient même décidé de tuer tout le monde avec cette nourris sur ce cas. Donc ça s'est secoué plus d'un. Et à Bandiagara, il y a eu une journée ville morte, des désobéissances civiles en appel lancé par certaines forces vives et cela a été vraiment suivi. Et la réaction du gouvernement a été très simple. Parce que c'est vrai que ce sont des populations qui demandent plus de sécurité, mais il y a 3 ministres qui ont fait le déplacement. Il y a le ministre de la Défense, celui de la Réconciliation nationale et le ministre délégué à l'action humanitaire. Ils sont allés sur le terrain, échanger directement avec les populations et puis essayer d'apaiser les choses. Je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne. Devant des récriminations, devant des plaintes, devant des expressions qui sont légitimes, il ne faut pas répondre par la force, il faut plutôt tendre l'oreille, parce que c'est comme ça qu'on se corrige. Et je pense que pour le cas malien, c'est une leçon qui est donnée. Ils sont allés sur le terrain, discuter de vive voix avec ces populations et puis essayer d'apaiser les choses. Je pense que c'est une leçon et c'est ce que je voulais partager ce matin. Merci Juge Va, merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité qui nous permet d'être ensemble tous les matins du lundi au vendredi sur le coup de 8h sur les médias leaders True TV et Watt FM. Unique sujet enrôlé pour cette convocation, la démission du gouvernement Christophe Dabiré, on l'a dit, fin de mission pour justement le Premier ministre. L'information a été donnée hier par le secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou. Pas de surprise puisque l'annonce a été faite par le chef de l'État lors de son adresse. On attendait un gouvernement resserré et soudé. Alors, juge Va, on l'a dit, pas de surprise puisque le chef de l'État l'avait annoncé. Donc c'est le premier acte qui a été posé. Oui, c'est le premier acte. Et puis, disons-nous tout net, vous savez, souvent quand on entend, on finit les discours du président, les gens se disent, dès le lendemain, il doit y avoir des changements. Et les gens sont vraiment très impatients. Et sur la question du gouvernement resserré, on a vu que ce soit même les partis de l'opposition, ou même les partis membres de la majorité, ou bien les analystes politiques, tout le monde sur les plateaux qui étaient écumés, faisait des propositions même de gouvernement resserré et de ce que devrait être en termes de capacité attendue ce gouvernement-là. Maintenant, bon, on sait que c'est terminé pour celui passé. Maintenant, on attend de voir comment est-ce que ça va être recomposé. Je pense que certains en avaient déjà un brin on était ensemble lorsqu'on avait eu l'information que le Conseil des ministres avait été reporté. On s'est dit, bon, écoutez, c'est sûr que c'est pour ça. Et bon, dans la soirée, la nouvelle est tombée. Moi, je dirais d'abord à M. Dabiré, c'est un Premier ministre, je ne sais pas si c'est la reconduit en tout cas, et puis ses ministres, bon, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Chacun apporte ce qu'il peut, autant que peut se peut là. Et pour l'avancer, maintenant, ça peut être satisfaisant ou pas, mais ils ont tenté ce qu'ils pouvaient à un moment donné. Et puis, bon, il faut leur dire merci pour cela. Maintenant, il y a les exigences de l'heure, il y a les contraintes de l'heure, il y a les défis de l'heure qui obligent
Et ça, le président a dit qu'il l'a compris, qui oblige à adapter tout ce qu'on a comme offre, y compris la composition d'un gouvernement, les objectifs et les missions à se donner, et puis la qualité des hommes. D'accord. Alors, Inoussa Ouedraogo, c'est vrai, hier on l'a appris, le président du Faso a mis fin aux fonctions du Premier ministre. Le Premier ministre a rendu sa démission, le Premier ministre a été démis de ses fonctions. Alors, le résultat est toujours le même, mais dans la forme, on n'a pas le même concept. Est-ce que c'est un débat aujourd'hui qui a lieu? Parce que quand on écoute aussi les uns et les autres, on se perd un peu dans la forme. Oui, c'est vrai que à écouter les uns et les autres, ils s'attendaient à ce que soit le décret dise clairement que le Premier ministre a déposé sa démission, ou qu'on dise clairement que vu pour telle raison, on était obligé de démettre le Premier ministre de ses fonctions. Mais comme vous l'avez dit, le plus important, c'est que le résultat est le même. Christophe Marie Dabiré n'est plus le Premier ministre du Burkina à ce jour. Il a apporté sa contribution comme il peut, et le plus important, c'est de regarder ce qui arrive. Pour moi, c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on met dans la suite? Quel type de gouvernement on va former? Le président du Faso a indiqué qu'il avait compris le peuple burkinabé et qu'il allait changer de paradigme. Nous espérons véritablement que ce changement de paradigme-là réponde aux exigences du moment et à la nécessité de résorber les problèmes qui se posent aujourd'hui au Burkinabé, et surtout de résoudre la question sécuritaire qui assaille les populations. D'accord. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, on attend un nouveau gouvernement. En attendant, les ministres sortants évacuent les affaires courantes. Est-ce que vous serez surpris de voir le Premier ministre reconduit à son poste? Si, je serai surpris. Je serais surpris de le voir encore reconduit pour plusieurs raisons. J'estime que s'il a décidé de déposer sa démission, c'est parce qu'il a des raisons valables de le faire. On nous dit que c'est lui qui a déposé sa démission. Ce n'est pas le président du Faso qui a décidé de le démettre. Ce n'est pas à l'issue d'une élection où le Premier ministre devrait en principe prendre sa démission. Non. Ça veut dire que, regardant la situation nationale, il s'est dit certainement que pour diverses raisons, des personnes pourraient continuer le combat qu'il a amorcé, parce qu'il y a aussi l'âge. Le Premier ministre est assez fatigué quand même, quoi qu'on dise, et je pense que c'est bien qu'il se repose. Il a apporté ce qu'il pouvait apporter, avec les avancées notables, mais aussi avec les insuffisances. C'est un combat de longue haleine. C'est une course de fond. Il a fait ce qu'il pouvait. Donc je pense que au regard de ce que le président a annoncé et au regard du fait qu'on nous informe que c'est le Premier ministre lui-même qui a démissionné, je ne vois pas encore les raisons pour lesquelles on le reconduira. D'accord. Alors, juge Va, le Premier ministre a été nommé en 2019 et reconduit en janvier 2021. Aujourd'hui, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir du magistère du Premier ministre Christophe Dabiré? Moi, j'aime pas trop les bilans, mais ce qu'on peut retenir en gros, j'ai dit, il a apporté sa contribution. Maintenant, il y a eu, par exemple, sur certains fronts, pour moi, quelque chose de positif. Quand on prend par exemple le Front social, c'est quelque chose qu'il a quand même suggéré. Pour certains, il a toujours eu de bons rapports avec les leaders syndicaux qu'on a, et c'est quelqu'un qui a une approche qui est bien singulière, qui n'est pas dans l'affrontement, qui est dans la discussion, dans le dialogue. Et quand vous remarquez, même si on a eu beaucoup de raisons pour qu'il y ait des blocages sur le Front social avec des grèves et tout, il y a toujours le moyen qui a été trouvé, des gens de juste milieu. Alors que, quand vous regardez, ça n'a pas été si simple que cela. Avec, vous rappelez des coupures de salaire pour faire de grève, même les magistrats qui ont casqué pour un certain nombre d'éléments, pour peu que ça, à certaines périodes, la République allait vraiment chauffer. Maintenant, on peut le mettre, j'ai dit, à son avantage, mais en même temps aussi, il y a la réalité il y a l'évolution sécuritaire et sa réalité qui met aussi en difficulté beaucoup de revendications légitimes, parce que quand vous les posez ou vous mettez la pression, on se demande, mais écoutez, on est dans une situation aussi difficile, vous ce que vous voyez c'est vos petits intérêts, c'est vos ceci, c'est vos cela. Donc ça aussi conjugué, en tout cas on pourrait dire que
ceci n'explique pas forcément cela, mais il a quand même, sur le front, la question du front social, il a su quand même apaiser les choses et les gérer. Maintenant, quand vous regardez aussi, il y a beaucoup de gros dossiers sur lesquels, au fond, ils ont vraiment, je veux dire qu'ils ont presque reculé. Quand vous regardez la mise à plat des salaires, ils ne veulent pas qu'on appelle ça comme ça. Ils ont un terme qu'ils ont réinventé après pour ajuster les choses, rééquilibrer ou quoi que ce soit. Mais c'était ça. Ils s'y sont avancés, mais ils ont vu que c'était un peu lourd comme dossier et ça faisait beaucoup de gorges chaudes et beaucoup de syndicats, parmi ceux qu'on a qui pèsent, n'ont pas voulu accompagner la chose. Alors que, dans le fond, il y avait quand même de la matière à se dire que, bon, il faut un genre d'équité dans le traitement des agents de la fonction publique. Il y avait quelque chose à revoir parce que certains étaient comme des chouchous et les autres des laissés pour compte. C'est des projets qui ont été portés mais qui ne sont pas arrivés à leur terme. Maintenant, le plus dur, c'est la question sécurité. C'est elle qui a raison d'ailleurs pour moi de lui et qui fait qu'aujourd'hui il part. Pas lui seulement, tout son gouvernement, parce que quand vous regardez, ils n'ont pas pu nous offrir plus de sécurité au fil du temps. Bien au contraire, on a, sur ce chapitre-là, eu de plus en plus d'insatisfaction et de plus en plus une situation qui est en train de se détériorer. Jusqu'à ce que, comme disait tout à l'heure Inoussa, il soit contraint de démissionner. Maintenant, vous posiez une question tout à l'heure qui, pour moi, était intéressante. Est-ce qu'on serait surpris de le revoir, de le voir reconduit? Moi, je ne serais pas surpris, mais je serais déçu. Qu'il soit reconduit, ça, je vais être déçu parce que si c'est tant de paroles, tant de choses et d'expressions de prise de conscience, pour ça, moi je vais être déçu, ça c'est clair. On a besoin à côté du président, dont on ne sent pas forcément la niaque, on a besoin d'un premier ministre qui bouge et qui bouscule. Ça, je crois que c'est ce qui manque. Vous savez, on ne peut pas changer la nature des gens. Le président, je ne le connais pas personnellement, le président du Faso, mais l'impression qu'on a de lui, c'est quelqu'un qui est pondéré, modéré, qui prend son temps pour des choses, et ceci. Mais il faut quelqu'un qui bouscule à côté. Et c'est ce qu'on n'a pas forcément vu depuis. Ou, bon, on a des scandales, on a ceci, on a cela, mais on ne sent pas la main ferme, on ne sent pas la poigne dans la façon de gérer les choses. On a l'impression que, bon, on n'est pas en guerre, ça continue, ça va. Il y a des ministres qui sont là, qui continuent dans des spots publicitaires à parrainer des éléments festifs, à annoncer des dates, à ceci, à cela, comme si on n'était pas en guerre. Il faut quelqu'un qui soit arrimé à la situation dans laquelle nous sommes, qui dénote de la réalité dans laquelle nous sommes et qui nous donne beaucoup d'espoir. Maintenant, je ne dis pas que M. Dabiré ne peut pas, mais je pense que ce qu'il pouvait là, il a déjà tout donné. Et je crois qu'on le remercie pour cela. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais je crois que le temps est venu pour calibrer les choses autrement. Tout comme la question de notre offre en matière de stratégie sécuritaire, le président a dit j'ai compris, il faut que je recalibre les choses autrement, il faut que j'arrive à la réalité d'aujourd'hui. De la même façon sur le gouvernement là, il faut qu'on le revoie. On ne peut pas avoir autant de ministres comme on l'avait récemment, avec à chaque fois sur les questions de dépenses, pendant que l'engagement, et ça encore dans le bilan c'est une réalité, pendant que l'engagement du Premier ministre, premier d'ailleurs, c'était la question de revoir le train de vie de l'État. Jusqu'à la fin, moi je ne l'ai pas senti. Bien au contraire, c'était des scandales à n'en pas fini. D'accord. Alors avec le Premier ministre Dabiré, le président du Faso a joué sur la carte de l'expérience, ancien fonctionnaire international. Alors pour beaucoup d'analystes politiques, c'est un personnage qui n'est pas du tout clivant. Qu'est-ce que vous retenez justement de son passage à la tête de l'exécutif ? Oui, je pense que le juge a plus ou moins indiqué les grandes lignes. Le Premier ministre, du fait de son expérience et de sa connaissance du landerneau politique burkinabé, a réussi plus ou moins à apaiser le front social. Au moment où le Premier ministre Dabiré arrivait, c'était le défi majeur. Il y avait la question sécuritaire, mais il y avait aussi le fait que le front social était en ébullition. Il fallait calmer les uns et les autres, il fallait discuter. Et sur ce plan, je pense qu'il a plus ou moins réussi, même s'il n'a pas résolu fondamentalement les grandes questions majeures que les structures syndicales posaient. Deuxièmement, je pense aussi que le PNDS 2 est à mettre à son actif.
On peut dire qu'avec son gouvernement, il a aussi contribué à faire réélire Roch-Marc Christian Kaboré. Et tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être mis à son actif. Mais je regrette que le Premier ministre n'ait pas véritablement réussi à construire une équipe collégiale. Quand on regardait ce gouvernement, on avait le sentiment que chaque ministre se battait de son côté. Il n'y a pas de collégialité. Ce n'est pas une équipe. C'est des individualités qui se sont retrouvées, chacun se battant à son niveau comme il peut. Quand le ministre Waro, par exemple, a son dossier sur l'éducation, notamment sur ces différentes réformes qui ont fait des gorges chaudes, c'est lui seul qu'on voit au front. Il se débat comme il peut, il s'explique comme il peut, etc. Il n'y a pas véritablement de solidarité gouvernementale. Et sur ce plan, je pense que le Premier ministre n'a pas réussi véritablement à montrer que c'était une équipe soudée autour de son capitaine, et chaque fois qu'il fallait aller au charbon, il devrait le faire. Deuxième élément, on n'a pas véritablement senti ce gouvernement-là sur le terrain. Et je ne sais pas si c'est lié également au poids de l'âge, mais j'ai eu le sentiment que c'était un gouvernement assez bureaucratique. Alors que les enjeux étaient tels que c'est sur le terrain qu'il fallait travailler. Il fallait aller à l'écoute des populations. Il fallait aller soulager les populations. Mais au moment où on a eu plus besoin d'eux, ils n'étaient pas là pour répondre aux préoccupations de leur. Le dernier exemple qu'on peut prendre pour étayer ce que je dis, c'est ce qui s'est passé à Kaya avec le convoi français qui traversait. Tout le monde a regardé. Pendant des jours, on sentait venir la pression depuis Banfora. On n'a rien fait, on n'a rien expliqué, on n'est pas allé à la rencontre des populations pour leur expliquer les enjeux et ce qu'il y avait. On a laissé comme ça pendant près d'une semaine. Et c'est une semaine après, au moment où tout était bloqué, et au moment où on a eu le sentiment qu'il a fallu même que les autorités françaises mettent la pression sur le gouvernement burkinabé pour que finalement le ministre des Affaires étrangères sorte pour expliquer. Il y a un certain nombre de faits comme ça qui montrent que véritablement les membres du gouvernement et le Premier ministre en tête ne sont pas allés toujours à l'écoute des populations. L'autre élément, c'est le front sécuritaire. Chaque fois qu'il y avait des attaques, il y a des moments où il fallait attendre souvent des jours pour voir le gouvernement communiquer. On a vu avec l'attaque de Solhan, il s'est passé quelque chose d'inimaginable. On a massacré plus de 100 Burkinabés, mais le gouvernement n'a pas pipé mot. Ni le ministre de la Défense, ni l'état-major de l'armée, ni le ministre de la Communication, encore moins le Premier ministre et le président du Faso. Il a fallu attendre quelques jours pour que finalement les gens, on a l'impression qu'ils étaient eux-mêmes sonnés. Il fallait attendre quelques jours pour qu'ils se ressaisissent pour enfin parler aux Burkinabés. Or, en situation de crise, ils le savent bien, on ne peut pas ne pas communiquer. Il faut donner l'information aux gens, il faut essayer d'apporter des éléments de réponse. Quand bien même on sait que la situation est difficile, mais rester dans le silence est plus déchirant et plus frustrant pour nos populations que de ne pas apporter véritablement des solutions. Alors, juste voilà, l'a rappelé tantôt, à situation exceptionnelle, il faut des solutions et des remèdes exceptionnels aussi, des hommes à la hauteur des attentes. Aujourd'hui, vous le dites, vous serez surpris de voir le Premier ministre Christophe Dabéré reconduit aux affaires. Alors, pour vous, si on doit dessiner le portrait robot de l'homme qu'il faut à la tête du gouvernement actuellement au regard du contexte, quelles sont les grandes lignes? Je dirais qu'il faut un homme intègre parce que c'est très fondamental aujourd'hui. L'un des problèmes de ce gouvernement-là, c'est le fait qu'ils aient échoué à montrer patte blanche, à montrer qu'ils étaient vertueux et que la gestion de la chose publique était une préoccupation majeure. La corruption était grimpante, l'impunité était excessive et personne ne disait mot. Les dossiers ne faisaient que s'amonceler dans les tiroirs de l'ASELC, l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption. Le RENLAC, jour après jour, posait les préoccupations de corruption. On voyait sur les routes, même en plein Ouagadougou, même sur le chemin de Kossiam, des policiers, des gendarmes racketaient au quotidien les populations au vu et au su de tout le monde. Personne ne pipait mot. Tous les jours, les médias sortaient des dossiers d'hommes et de personnalités proches du chef de l'État qui sont
impliqués dans des histoires de corruption, de détournement, etc., sans que rien ne soit fait. Cela a contribué à exacerber la tension et à casser la confiance, le peu de confiance, je dirais, qu'il y avait entre les gouvernants et les gouvernés. Donc pour moi, c'est fondamental que nous ayons un Premier ministre et un gouvernement au-dessus de tout soupçon. Deuxième aspect, il faut que nous ayons, à mon avis, un gouvernement prêt à aller au charbon. Comme je l'ai dit, nos dirigeants jusque-là ont été attentistes. Ils ne sont pas allés vers les populations. Ils attendaient toujours que les populations posent les problèmes et ils essayaient tant bien que mal d'apporter des éléments de réponse. Pour moi, il faut donc un gouvernement prêt à aller au charbon, à descendre, à affronter les problèmes et à apporter des solutions concrètes, des solutions innovantes aux préoccupations. Jusque-là, j'ai le sentiment, une fois de plus, que les dirigeants que nous choisissons ont le sentiment qu'on vient au pouvoir pour jouir des avantages du pouvoir. Or, on leur met là pour qu'ils puissent être au service des populations. Ils sont payés pour nous servir, ce n'est pas l'inverse. Et donc, un Premier ministre et un gouvernement qui comprend que ils sont là pour servir les populations, ils doivent être à leur écoute et ils doivent apporter des solutions concrètes aux problèmes que les populations posent. Nous ne sommes pas des adversaires. Or, il y a des moments où on a eu l'impression que le gouvernement considérait leurs vis-à-vis comme des gens qui les emmerdaient, qui les empêchaient de dormir tranquille. Et là, je dis que le gouvernement que nous voulons aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est prêt à écouter les populations, prêt à aller au charbon, prêt à se battre pour résoudre les préoccupations de l'heure. Et il faut qu'on construise justement ce gouvernement-là en faisant fi des questions régionalistes, des questions ethniques, des questions communautaristes. Parce que malheureusement, dans ce pays, on a pendant longtemps bâti les gouvernements en se disant qu'il faut contenter telle région, il faut contenter telle religion, il faut contenter telle ethnie, il faut contenter telle communauté. Et finalement, il faut aussi contenter tel parti politique qui nous a soutenus lors des élections. Donc, on compose une équipe qui est faite de tout ça, de récompenses et de besoin de faire plaisir à des gens, et les problèmes de fond ne sont pas résolus. Or, à mon avis, il faut justement un gouvernement de patriotes, de personnes prêtes à travailler, innovants, à l'écoute du peuple et capables surtout d'intelligence collective. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Le Messie ne viendra pas. Les problèmes sont des problèmes collectifs. Les réponses aussi doivent être collectives. On ne peut pas individuellement avoir un avenir dans un pays qui n'a pas. De ce point de vue, on ne pourra pas résoudre aussi les problèmes de façon individuelle. Donc c'est l'ensemble des forces de ce pays-là, mis ensemble, malgré nos divergences, qui pourraient nous amener à un gouvernement qui puisse résoudre les préoccupations de l'heure. Alors, juge, voilà, c'est vrai qu'on l'a chaque fois répété sur ce plateau, notamment avec les invités qu'on a reçus de tous bords. Alors, le Burkina Faso est en guerre, il y a la posture qui va avec. Et pour beaucoup, la meilleure façon de le signifier et de montrer qu'on est en guerre, c'est peut-être avoir un Premier ministre militaire. Est-ce que vous épousez cette hypothèse, cette option? Moi, je ne pense pas aussi que la question soit juste binaire, c'est-à-dire militaire, civil. Je ne crois pas que ce soit ça. On a vu des gouvernements dans lesquels on a eu des messieurs qui sont passés même à la défense, mais qui avaient le comportement plus militaire que des militaires, ou bien qui arrivaient à avoir plus de résultats. Je ne pense pas que ce soit forcément cela. Ce dont on a besoin aujourd'hui, je crois que ce n'est pas compliqué. C'est des gens qui ont des valeurs, qui les transpirent, qui les transmettent et qui aussi, dans les actes, arrivent à convaincre les Burkinabés qu'on est en train de changer de cap. Vous vous rappelez en 2019, lorsque Dabiré venait, le désormais ancien Premier ministre, il avait 3 chantiers, c'est ce qu'il avait dit. Le premier, c'est réduction du train de vie de l'État. Deuxième, dialogue social. Et le troisième, lutte contre le terrorisme. Dialogue social, on avait dit tout à l'heure. Bon, on pourrait dire que passablement, il a pu gérer les choses. Et peut-être même un peu mieux que ça. Mais pour les 2 autres,
Quand vous prenez la réduction du train de vie de l'État, c'est une question de volonté. Il n'y a pas besoin d'être militaire ou civil. C'est d'abord une question de volonté et d'exemplarité. Il avait même annoncé dès le début qu'il allait avoir un séminaire gouvernemental pour tracer les grandes lignes de ces questions. Il a dit, même sur les questions de carburant, ceci, cela, on va revoir. Tout le monde a applaudi. Mais le problème dans notre pays, là, c'est les promesses. Il y en a tellement qui les font. Mais quand vient le moment de pouvoir être ferme et puis d'appliquer un certain nombre d'éléments, on se trouve maintenant des faux fuyants, on se trouve maintenant des cas, non, lui là, ça là, ceci là, ça devient des cas. Non, la rigueur là, ça s'applique à tout le monde et ça commence par soi-même. C'est ce qui a manqué. J'espère, et ça je le dis encore, j'espère que nos ministres qui vont venir là, on ne va pas venir apprendre encore la question des salaires négociés. On a quelque chose qui depuis 2008, si ma mémoire est bonne, qui encadre ça. Comment la question des salaires des ministres, à chaque fois ça devient un scandale. Lui là, il touche tant. Parce qu'il a... Et chacun vient s'asseoir, des fois sur nos plateaux, quand on leur dit ça, que non, moi je suis venu de temps, vous savez ce que j'ai laissé, j'ai ceci, j'ai cela, et que le ministre c'est ceci, c'est cela. Mais vous et les autres ministres là, quelle est votre différence? Parce que vous venez du privé? Parce que vous avez quitté, je ne sais pas moi, vous étiez fonctionnaire international, mais quand vous êtes ministre là, quand vous repartez après là, c'est pas dans votre CV. Ça vous apporte autant que vous apportez. Mais quand ils viennent, ils négocient le salaire au plus haut. Et on est dans une disparité. Et sur la question des salaires des ministres, on ne peut même plus parler. Ça veut dire que chacun est dérangé quand on commence à aborder la question. Mais ça commence par ça. Vous venez servir, bien vous venez vous servir, comme posait la question tout à l'heure et tout ça. Je pense que ça aussi, il faut donner une certaine rigueur. On ne peut pas être en guerre et puis on se rend compte qu'on est dans du dispendieux. Tout ce qui est cher. On est comme dans du luxe. Vous regardez les gars, c'est pas comme ça, ça peut pas fonctionner comme ça. Ce que le Burkinabé attend là, c'est des gens qui mouillent le maillot comme on dit. Et un gouvernement qui est quand même assez ferme. J'ai pris un exemple hier, et puis mon problème même c'est que c'est... Nous on parle du gouvernement, mais c'est à tous les niveaux, même ceux qui ont pour rôle de... de contrôler l'action du gouvernement là, c'est qui? C'est notre Parlement. Regardez le cortège de notre président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, nommons-le. Vous avez déjà rencontré son cortège? Ce monsieur-là? Non, c'est pas possible. On peut pas être en guerre et puis on se comporte comme ça. Mais c'est lui là qui contrôle l'action gouvernementale. Mais regardez son cortège, à chaque fois. Les gens en parlent, mais c'est pas grave, on est là, il n'y a pas de souci. C'est ça qui révolte ici. Je pense que ça, c'est une réalité. Tant qu'on n'a pas intégré que on est dans une situation qui est assez grave, on n'a pas intégré que chaque coupec là, on peut faire de l'économie là-dessus parce que on a ça. C'est juste parce que le Burkina là, il continue d'exister et qu'il y a des partis qu'on contrôle. Quand on va tout perdre là, leur cortège là, ça va passer où? Le cortège là, ça va passer où? C'est ça la réalité, c'est ce qui révolte un peu. Et donc, ce qu'on attend, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas une question de Premier ministre militaire ou civil. Je ne pense pas que la question des vertus là, on l'a selon qu'on a déposé une tenue ou bien qu'on ne l'a pas. C'est une façon d'être, c'est une façon d'avoir été éduqué. Et puis c'est quelque chose qu'on incarne et qu'on transpire. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui a de la probité. Tout le monde regrette toujours Sankara. Pourquoi? Mais parce que Sankara, à un moment donné, ce qu'il dit là, lui, il fait. C'est ce qui dérangeait même d'ailleurs les gens. Quand il dit on va faire comme ça, la première personne à laquelle ça s'applique, c'est qui? C'est lui-même. C'est de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas des gens qui disent on va faire comme ça, mais quand il sort, ça ne concerne pas sa famille, ça ne concerne pas ses proches, ça ne concerne pas ses amis. Même quand on parle de la question de corruption. On attend le président de façon encore sur ce vaste chantier-là. Vous allez tout. Il ne se fait pas un bon mois sans que vous ayez un ministre ou bien un ministère dans lequel on cite des malversations ou bien, et puis vous allez voir que les personnes restent en poste alors que les suspicions sont très lourdes. Quand vous laissez ça se faire, vous voulez donner quelle impression? Même si en 2019 en début vous dites moi c'est le train de vie de l'État, je regarde, mais le train de vie de l'État là même là, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est dans ce qui est légalement organisé là. Vous dites on va essayer de voir comment on va encore restreindre les choses. Mais dans ce qui est illégal là même, vous ne dites rien. C'est pas dans ce qui est légal là vous allez venir arranger quelque chose. C'est-à-dire que celui qui ne respecte pas les textes et qui prend de l'argent qu'il met là, vous ne dites rien. Vous dites on va regarder dans ce qu'on s'est arrangé de façon organisationnelle. Je dis c'est ça qui nous manque.
tant qu'on n'a pas cette fermeté, on n'a pas quelqu'un qui transmet cette fermeté, on va beau changer les premiers ministres, ça ne va pas changer. Il faut quelqu'un qui vienne, qui dise on fait comme ça, et c'est comme ça que ça va se passer. Et ça commence à s'appliquer à lui-même. Et qu'on n'ait pas des ministres encore qui viennent négocier de gros salaires, et puis quand on va commencer à aborder ça, ils seront dérangés. Et ils vont nous dire que non, on est cité. Ça, je pense qu'il faut que ça commence par ça. D'accord. Alors c'est vrai que le Premier ministre, le président du Faso, a annoncé un gouvernement resserré et soudé. Tout à l'heure, il nous a évoqué certaines implications quand on veut mettre en place un gouvernement, la question des régions, la question des alliances politiques. Alors, est-ce que ce n'est pas un casse-tête chinois pour Rochma Christian Kaboré actuellement quand on regarde aujourd'hui au niveau de la majorité? Parce que souvent, comme on l'a dit, il y a des partis qu'il faut contenter compte tenu du soutien que vous avez eu pendant les élections. D'autres proposent qu'on aille vers un gouvernement d'union nationale. Finalement, comment on compose tout ça? Mais ce que vous dites est très intéressant. Moi, j'ai l'impression que ce que vous employez là même, c'est le casse-tête chinois est même plus intéressant et je pense plus léger que le casse-tête burkinabé lorsqu'il s'agit de faire un gouvernement. Le casse-tête chinois même était mieux. Parce que la réalité, on a même reçu, rien que hier, ici, un des cadres du NTD. À Dememou, qu'est-ce qu'il a dit? Même nous, qui sommes arrivés, qui avons apporté 10% de ce que la majorité a, on n'a qu'un seul ministre. Mais parce que tout le monde réfléchit comme ça. Après les consultations électorales, voilà ce que j'ai glané et j'estime que j'ai droit à ça. Mais regardez, on a des postes, on a des portefeuilles ministériels, ça appartient à un parti. C'est-à-dire, j'aime bien ce que nous a dit. Vous allez avoir la collégialité là comment? Parce que lui en fait, il appartient au parti, le siège là, ça appartient au parti. S'il y a un problème, le parti ne s'entend plus avec lui. C'est dans le même gouvernement, hein. C'est à l'intérieur du parti là qu'on s'arrange, on l'enlève, et puis on prend quelqu'un d'autre qu'on envoie là-bas. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Parce que on est dans un système où on estime que quand on a gagné ensemble, c'est une question de gâteau, voilà comment on va diviser. Mais là, vous oubliez quelque chose qui est essentiel. Mais ça va vous rattraper. C'est les résultats. Vous êtes élu sur la base de promesses que vous avez eu à faire. Vous avez fait les hameaux du Burkina pour dire voilà ce que je ferai, voilà le plan de développement que j'ai pour vous, voilà la sécurité que je peux vous apporter, voilà sur certains chantiers ce que je veux faire. Mais on le fait avec quoi? Et on le fait avec qui? On le fait avec des hommes qui ont de la compétence et puis qui épousent la vision que vous avez. Pas des gens qui vont venir s'asseoir et se dire bon, les gars, la campagne là est finie, hein. Je pense que bon, vous savez tous, on a fait les dépenses qu'il fallait et c'est le moment aussi d'avoir la rétribution sur l'investissement qu'on a fait. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et après, les résultats viennent vous rattraper. La preuve, chacun s'est tiraillé pour les quelques positionnements qu'il pouvait, mais les gens sont en train de partir par rapport à quoi? Manque de résultats probants. Parce que les Burkinabés n'en peuvent plus sur certains secteurs de leur vie. Ils se disent, ça là, nous on n'a pas signé pour ça. C'est bon. C'est pour ça que ça ne surprend pas que le gouvernement là soit parti. Et encore que, ce n'est même pas un engagement du président. Moi, je ne sais même pas l'engagement du président dont on est en train de voir la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il cède à une pression. Le départ du gouvernement là, ce n'est pas la démission de M. Dabiré n'est pas la suite logique du discours du président. Non. Parce qu'avant le discours du président là, il y a un désaveu qui était très fort. Et encore que, pour moi, le gouvernement, c'est infusible. C'est comme ça que je vois la chose. Parce que pour une fois, depuis 6 ans, les Burkinabés ont dit la tête qu'on veut, c'est celle du président. On n'avait jamais entendu ça. On n'avait jamais entendu ça. Donc, on est arrivé à un stade qui est assez grave. Pour moi, c'est infusible. Mais c'est pas qu'infusible. Mais on se permet maintenant une nouvelle option. Mais on a un virage qui est trop délicat pour qu'on se remette à faire les mêmes erreurs. Parce que ce qui peut nous sauver, j'ai dit nous, parce que c'est même pas une question de sauver le président. Parce que enlever le président dans la condition dans laquelle on est, c'est aller aussi vers un inconnu. Ce que personne ne veut, ce que personne ne souhaite. Mais aussi, on ne peut pas rester dans comment on appelle, dans cette léthargie-là, avoir des Burkinabés se faire tuer, avoir des partis du Burkina qu'on perd, jusqu'à commencer à vouloir tout se recentrer. Donc, tout le monde va devenir déplacé interne à Ouaga.
Mais comment on va faire? Ça, c'est une peur aussi. On ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. Mais ça se fait avec un gouvernement qui a d'abord en ligne de mire la question des résultats et non de venir s'asseoir et se dire qu'est-ce que moi je gagne. D'abord en discutant, d'abord même mon contrat là, moi je trouve que je ne suis pas d'accord, mais c'est déjà calé, c'est des choses qu'on connaît. Non, moi je suis quitté là-bas, voilà ce que moi je laisse, c'est ceci, c'est cela. Mais tu viens faire quoi? Et puis on n'est pas ministre à vie. Quand tu vas finir, tu vas aller faire ce que tu as à faire. Donc je veux dire, si vous n'êtes pas recentré résultat, si on n'est pas axé résultat, c'est le manque de résultats là qui va venir nous chasser encore. Mais cette fois-ci, ça risque pas d'être la question d'un gouvernement. Ça risque d'être plus fort que ça, parce que les Burkinabés, certains ont commencé à poser le problème qui est pour moi le plus fort dans un État. Quand on dit on ne veut plus d'un président, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut, au-delà de ça là, qu'est-ce qu'on peut exiger. Donc quand on est arrivé à là, il faut commencer à faire attention. Il faut des gens qui peuvent le résultat, il faut faire les choix qui permettent d'avoir cela. D'accord. Alors, entre la démission du Premier ministre et la nomination d'un nouveau gouvernement, il y a un facteur, il y a quelque chose, une donne qu'il faut prendre en compte, c'est le temps. Alors, de façon empirique, avec le président du Faso-Rochma, Christian Kaboré, on a habitué au suspense. Est-ce que là, il a vraiment le choix? Parce qu'il faut aller vite, parce qu'il y a des questions urgentes. En tout cas, le temps que Rochma Christian Kaboré mettra pour trouver un Premier ministre sera le premier baromètre de sa capacité à faire le virage à 190 degrés comme il a annoncé. Ça, c'est vraiment le premier baromètre. Si on doit mettre une semaine pour trouver un Premier ministre, c'est la preuve qu'on n'a pas encore compris véritablement le message du peuple. On n'a pas compris l'urgence dans laquelle nous sommes. Imaginez-vous un seul instant, et ça, je prie Dieu pour ne pas que ça arrive. Je ne le souhaite même pas à ce pays-là. Qu'aujourd'hui, dans la situation où on n'a pratiquement pas de gouvernement, qu'on ait encore des attaques. Ça sera terrible. Et donc pour moi, il y a urgence. Il faut que d'ici demain au plus tard, pour ne pas dire aujourd'hui même, il faut que nous ayons un Premier ministre. Sinon, ça montrera effectivement qu'on n'a pas de gouvernants qui sont capables de réagir en fonction de la situation. Et en fonction de la réalité du moment et en fonction du contexte. Le contexte est tel que, pour moi, dès que le Premier ministre a déposé sa démission et que le président l'accepte, s'il veut l'annoncer aux populations, c'est pour venir dire le Premier ministre a démissionné, voici le nouveau Premier ministre que nous avons. Ça ne souffre d'aucun débat. Désigner un Premier ministre, c'est quoi? Ce président-là, il connaît les hommes. Ce qu'il faut, c'est l'oiseau-rat, parce qu'il y a le contexte aussi. On n'a pas besoin d'oiseau-rat. On a besoin d'un homme intègre. Un homme intègre, ce n'est pas un oiseau-rat. Et Dieu seul sait qu'il y en a encore dans ce pays des hommes intègres. On a besoin de travailleurs. Il y a des travailleurs dans ce pays-là. On a besoin d'hommes honnêtes, qui ont de la vision, qui sont capables d'aller au charbon et de répondre aux exigences des populations. Ces hommes-là, nous les avons. Maintenant, comme j'ai dit, tant qu'on restera dans des considérations politiques, tant qu'on restera dans des calculs de partage de gâteaux, tant qu'on sera là à satisfaire des ethnies, des communautés, des régions, c'est là que l'alchimie devient difficile. Mais si c'est pour trouver des hommes qu'il faut à la situation, si le président nous fait croire qu'il faut du temps pour chercher l'oiseau-rat, ça veut dire que les 40 ans qu'il a passés dans le landerneau politique burkinabé n'aurait servi à grand chose. Sinon aujourd'hui, s'il y a la volonté de choisir un homme capable de faire la rupture, on n'a pas besoin de 1000 chemins. Le portrait robot est dressé. Le jour où le président dit « Peuple du Burkina Faso, je vous ai compris là », ce jour-là, il sait l'homme de la situation. S'il n'est pas capable de trouver cet homme, c'est qu'il y a un autre discours à faire, qui est « Peuple du Burkina Faso, je rends ma démission ». C'est entre les deux. Il n'y a pas d'autre solution. Et comme le disait Valais Sommet, il n'y a pas 1000 solutions pour surmonter les difficultés auxquelles nous faisons face. Nous avons eu des hommes de valeur dans ce pays-là. Thomas Sankara a montré l'exemple. Sangoulé Lamizana a montré l'exemple. On ne peut pas avoir des hommes comme Kizerbo, des hommes comme Norbert Zongo, comme Sankara, comme Sangoulé et bien d'autres. Je pense à Marc Garango. Tous ces hommes qui ont donné leur vie pour ce pays, qui ont tracé les sillons,
On ne peut pas avoir fait l'insurrection et dire qu'on a entendu le peuple et se demander quelle solution pour sortir le Burkina de la situation actuelle. On veut des hommes intègres, on veut des hommes capables, on veut des travailleurs, on ne veut pas des jouisseurs. Et ça, je pense qu'il y en a dans ce pays. Même au sein de leur MPP, ils peuvent en trouver. Mais dans ce pays-là, j'ai dit, l'heure est tellement grave qu'il ne s'agit plus de regarder les couleurs politiques des uns et des autres. D'accord. Il s'agit d'appeler des hommes capables de sauver ce pays-là. Alors, le grand défi, c'est de faire un bon casting. Tout à l'heure, on parlait de la possibilité, en tout cas la proposition de certains d'aller vers un gouvernement d'union nationale. Mais au regard du contexte politique, quand on voit aujourd'hui les sorties et les prises de position, on sent effectivement une certaine division. La preuve, le ministre en charge de la réconciliation nationale reconnaît qu'il a du pain sur la planche. Est-ce que ce gouvernement d'union nationale est-il possible dans le contexte actuel qu'on a ? Il n'est même pas souhaitable d'avoir un gouvernement d'union nationale. Pour faire quoi ? On veut des travailleurs, on veut un gouvernement des travailleurs. Qu'on l'appelle union nationale, qu'on l'appelle large ouverture, qu'on l'appelle resserré ou large desserré, je ne sais pas. Le plus important, c'est que nous voulons des résultats. Nous voulons mettre fin à la lutte contre au terrorisme. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous voulons mettre fin à la corruption, au détournement. Nous ne voulons plus de voleurs au sein de notre gouvernement, au sein de notre administration. Nous voulons refonder l'État, quitter l'administration coloniale que nous avons, où les travailleurs pensent que les populations sont à leur service. Nous ne voulons plus une administration où quand tu vas, c'est comme si tu es venu pour commander, alors que les gens sont payés pour être à notre service. Nous voulons une administration où on nous considère comme des clients, qu'on nous respecte. C'est ça que nous attendons de notre administration. De notre armée, on attend aussi qu'elle quitte son caractère colonial, pour ne pas dire néocolonial. Parce que nous avons des hommes de tenue aujourd'hui qui continuent à faire peur à leur population. Alors que nous devons nous sentir en sécurité dès qu'on voit ces gens-là. Mais aujourd'hui, on a des hommes de tenue qui sont pires que certains colonialistes. Il y a un officier supérieur qui m'a dit un jour que ce que nos hommes ont fait dans le Sahel, les colons ne l'ont pas fait. Nous avons martyrisé nos peuples. Nous les avons humiliés. Tout ça doit prendre fin. Et c'est cette administration néocoloniale-là, cette armée néocoloniale-là, cette justice néocoloniale-là, et ce gouvernement néocolonial et ce dirigeant néocolonial que nous devons abandonner pour repenser nous-mêmes le type de modèle que nous voulons, que nous rêvons, en tenant compte des réalités de nos populations. Juge va parler du train de vie de l'État. Notre Assemblée nationale, qui est censée contrôler justement le gouvernement, l'action gouvernementale. Le budget passe de 12 milliards en 2016 à aujourd'hui à plus de 20 milliards, alors que nous avons les 127 députés. Et nous disons que nous sommes en guerre. De quelle guerre nous parlons ? Soyons sérieux. On ne peut pas continuer à piller les ressources de ce pays-là. On ne peut pas continuer à affamer des militaires au front. On ne peut pas continuer à martyriser les étudiants sur le campus. Mais regardez ce que sont devenus nos étudiants. On les a misérabilisés. Et on veut le développement. Chacun veut s'enrichir, remplir ses poches. Chacun pense à son fils, à son frère, à son cousin, à son ami du parti politique pour le récompenser. Et le pays, et le fils du pauvre. Le jour que les ruraux vont se déchaîner, on comprendra que le Burkina, ce n'est pas Ouagadougou. Malheureusement, on a des dirigeants qui pensent toujours que le Burkina, c'est Ouagadougou. Depuis quand date la tournée du chef de l'État ? Il est enfermé à Kossiam. Il faut que le président descende de sa tour. Il faut qu'il aille à la rencontre de ces populations. Il faut qu'il aille écouter les Burkinabés. Il faut qu'il aille soulager les Burkinabés. Il faut qu'il aille au front, pas pour combattre, mais pour remonter le moral des troupes. Pour dire « je suis avec vous ». Il faut que nous apprenions à respecter nos morts. Et il faut que nous comprenions définitivement que le Burkina tout seul aussi ne parviendra pas à résoudre la question terroriste. Parce que c'est une question globale. Il faut penser à des partenariats. Il faut penser à des partenariats. Il faut penser à l'unité. Il faut penser à l'intégration africaine. Parce que vous les chassez ici, ils vont au Mali.
ils déstabilisent le Mali. Et quand du sang malien coule, je me sens concerné. Parce qu'après, ça sera le tour du Burkina. Mais tant qu'on va rester dans nos micro-États et dans nos trous d'ivoire et penser qu'on peut résoudre la question en restant à Kossiam, on se fout le doigt dans l'œil. J'ai dit le président doit descendre de sa tour. Il doit sortir de Kossiam. Il doit aller à la rencontre des Burkinabés dans le Burkina profond. Toucher du doigt la réalité et arrêter de faire confiance aux rapports bidons qu'on les envoie souvent. Il a lui-même eu la preuve en rejetant le rapport qu'on lui a envoyé par rapport à la question donc d'Inatan. Je pense que cette fois-ci, vraiment, il ne s'agit même pas, comme Vaal a dit, de sauver le président du Faso. Il s'agit de sauver notre pays. Nous ne voulons pas retomber plus bas que ça. Et pour ne pas retomber plus bas que ça, il faut que nous continuions à remuer le cocotier, à dire au président que nous avons besoin des résultats. Et il y a des hommes pour donner des résultats à ce pays-là. D'accord. Un gouvernement pour les résultats, on l'a dit. Alors, les défis pour ce nouveau gouvernement qui a attendu sont connus, c'est la question sécuritaire. Il nous est revenu suffisamment sur aussi la question, je dirais, de la lutte contre la corruption. Il faut aujourd'hui des dirigeants modèles et à ce sens-là, l'opération main propre annoncée par le chef de l'État est très attendue par la population. Mais oui, je pense que si lui-même l'a dit dans son discours, il aurait pu s'arrêter sur les questions de sécurité. Il sait pertinemment qu'il y a un genre de cocktail qui n'est pas bon et qui risque d'être explosif. C'est que les Burkinabés n'en peuvent plus de regarder des gens qui sont en train de mourir pendant que d'autres sont en train de s'en mettre plein les poches. Et c'est tellement indécent. C'est ça en fait le problème. J'ai dit, on peut nous critiquer, on peut dire ce qu'on veut des journalistes burkinabés, mais c'est la crème dans la sous-région, et même plus. Combien de pistes on ne met pas chaque fois sur les questions de corruption? Après, c'est des rapports bien fouillés qui viennent apporter de l'eau même au moulin du journaliste, ou bien de dire que la piste qu'on avait ouverte là, elle est bonne. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et regardez le discours même du président. Dès qu'il dit qu'il va lancer son opération main propre, il parle de la CELC. Donc, il sait qu'il y a une matière qu'il a depuis. Mais vous en faites quoi? C'est vrai, on dit non, la séparation des pouvoirs, est-ce que le procureur, lui, ne peut pas se saisir d'un certain nombre d'éléments, et tout, et tout, et tout. Même la SELC, on a renforcé ses missions pour qu'il puisse aller un peu plus loin et tout. Mais ça sert à quoi si vous renforcez des missions à quelqu'un à qui vous ne donnez pas les moyens? Et puis, disons-nous les choses tout nettes. Il y a d'abord une exemplarité à donner. Et puis, si le président dit « je m'engage pour une opération main propre », ça veut dire qu'il sait qu'il peut impulser une dynamique qui est impactante. C'est ça là qu'on n'avait jamais vu. Bon, j'ai dit qu'on n'avait jamais vu comme si ça avait déjà commencé. On est encore à une autre promesse. Donc, attendons de voir ce que ça va donner. J'espère sûrement que ce n'est pas des menus flottants qu'on aura. C'est-à-dire des gens qui sont en périphérie, qui étaient facilement déposés à la MACO. Parce que, j'ai dit, dans son entourage, il y a beaucoup qui sont concernés par un certain nombre de dossiers et c'est grave. Et les noms reviennent très souvent. Je me mets à cœur joie de rappeler la question de son directeur de cabinet. Il y a plein de choses. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que c'est ces petites choses-là qu'on finit par décrédibiliser et qui ont achevé d'enlever le peu d'espoir que certains Burkinabés avaient pour se dire bon, on dirait qu'on va s'en sortir. C'est ça le problème. Ce cocktail-là, il est mauvais. Vous savez, c'est pas la seule question sécuritaire qui courrouce aujourd'hui les populations. C'est-à-dire, dans l'insuccès qu'on a sur la question sécuritaire, là, il y a un genre de comment on appelle ça, de déni de réalité, et puis d'une façon de fonctionner qui ne tient pas compte de ce dans quoi les Burkinabés sont. C'est ça qui révolte en fait. C'est ce qui révolte. Vous savez, j'aime à dire que c'est pas tous les matchs qu'on gagne, mais c'est la façon dont vous perdez là, qui fait que on dit vraiment vous avez tout tenté. Nous, on est conscient que vous êtes allé avec la niaque, vous êtes allé avec le cœur. Il faut mettre la manière. Mais on ne sent ni la niaque, ni le cœur, mais on a la tête baissée, en train de manger pendant que les gens sont en train de souffrir. C'est ça qui est le problème. J'espère que l'opération main propre va donner quelque chose. Et vraiment, je pense que ça, les Burkinabés, ils en attendent beaucoup. Et je répète encore, ce n'est pas des petits noms là que les gens veulent.
j'écoutais, je ne sais pas si j'avais bien lu, la figure de plus sortant de l'ASULC, le docteur Ibriga, qui disait, si c'est la liste, on peut faire sortir la liste. Si c'est la liste, on peut faire sortir la liste des gens qui ont beaucoup qui doivent répondre d'un certain nombre d'éléments tangibles qui les attendent. Il ne faudrait pas qu'on fasse harakiri dans ça là encore. Et puis, il y a l'élément essentiel. Quand on parle de la corruption dans notre affaire d'armée, là, avec les acquisitions qu'on a et tout, toujours grande muette. Mais là, il ne faudrait pas qu'on reste dans cette question de muet, là. Il faut qu'on sente clairement que les efforts que les Burkinabés ont consentis pour qu'on augmente le budget qui est alloué à ce qui est essentiel. On ne peut pas aller faire la guerre sans armes, on ne peut pas aller faire la guerre sans être vraiment, dans les conditions munies et tout. Mais si on doit dépenser pour que ce soit d'abord ce qui arrive, lorsqu'il arrive, qui n'est pas en nombre suffisant, que ce ne soit pas de bonne qualité, ce n'est pas des choses qu'on peut accepter. D'accord. Dernière question pour Inoussa. C'est vrai, le président du Faso a annoncé un gouvernement resserré et soudé. Si on doit entendre par gouvernement ressoudé, revoir le nombre, pour vous, on doit être à combien au regard du contexte? Le nombre importe peu. C'est la mission qu'on veut confier qui est le plus important. Si la mission qu'on veut confier nécessite qu'on ait autant de ministres, moi, ça ne me pose pas de problème. C'est les résultats. Par contre, s'il faut une dizaine de ministres pour résoudre les problèmes, et je pense que c'est possible, on peut aussi le faire. C'est ça le plus important, c'est les résultats. Resserrer quoi? Si on prend 10 médiocres, incapables de résoudre les problèmes, je préfère 30 moyens qui peuvent résoudre les solutions, qui peuvent nous apporter des solutions, à 10 qui sont incapables de résoudre nos problèmes. Donc pour moi, resserrer, ce n'est véritablement pas le nombre. Quand bien même je pense qu'on n'a pas besoin dans nos pays là d'avoir 30-40 ministres pour bien faire. Le plus important, c'est les résultats. Et les résultats, comme je l'avais dit, on peut le trouver. Et s'il y a la volonté, il y a toujours le chemin. Prenez l'exemple du rapport de Inatan dont on parle. On nous donne encore 10 jours à cette même armée de revenir avec des résultats parce que le rapport qu'ils ont fait n'est pas bon. Mais c'est la preuve encore d'un autre laisser-aller. Si le rapport n'est pas bon, pourquoi tu lui dis d'aller refaire? Il aurait fallu simplement mettre en place un comité, une commission indépendante pour dire, bon, voilà, 2 journalistes, 1 ou 2 avocats, un enseignant-chercheur, etc. On regarde et puis on fait une enquête. En une semaine, on nous sort un bon document. Ça veut dire quoi? Si dans 10 jours, on envoie un rapport, quels sont les critères pour dire que le rapport n'est pas bon? Est-ce qu'il connaissait au préalable les problèmes pour dire que le rapport n'est pas bon et il rejette? Ça veut dire que le président connaît déjà les résultats? Non. Je pense que le plus important, c'est que les Burkinabés ont posé un certain nombre de problèmes sur la table. Il faut résoudre ces problèmes-là, peu importe le nombre de ministres. Inoussa Ouedraogo. Ah, ok. Mais vraiment, en quelques secondes. Oui, la question est essentielle. Vous parlez du nombre de ministres. Moi, je suis pour qu'on ait moins de ministres. Si c'est 10, c'est bon. Parce que nos ministres, là, nous coûtent trop cher. Quand on est en guerre, là, il faut arrêter tout ce qui est dispendieux. Nos ministres, là, nous coûtent trop cher. En V8, en choses là, comment est-ce qu'on appelle ça? Garde. Il y a tellement de choses. Et puis, quand ils viennent, ils discutent trop haut leur salaire. Ils nous coûtent trop cher. Si on peut resserrer, il faut le resserrer. Et puis, il y a beaucoup de ministères qu'on peut mettre ensemble. C'est ça, être en guerre. Merci, juge Va, pour ces clés de lecture. Nous allons également dire merci à Inoussa Ouedraogo, directeur de publication du journal Bendré. Avec vous, on a analysé la démission du Premier ministre Christophe Dabiré et aussi ce qu'on peut attendre en termes de gouvernement pour la mission qui, en tout cas, doit être assignée à ces derniers, lutter contre le terrorisme au Burkina Faso et aussi mettre fin à la corruption au Burkina Faso. En tout cas, merci, messieurs, pour ces différentes clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On va se donner rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.